Bonsoir à tous. Alors ce soir, avant de commencer la Vibra, je vais vous parler du jeu de Noël où tout le monde est gagnant. C'est ça qui est génial. Et le but, c'est de faire découvrir des intervenants de qualité qui vont tous nous aider à travers la chaîne YouTube Gwénoline TV. Donc voilà le jeu. Vous pouvez inviter 3 amis à s'abonner à Gwénoline TV et je vous offre un pack de 3 ateliers transformants pour vous remercier. Donc, c'est vrai que maintenant, je fais beaucoup d'interviews physiques et je souhaite vous faire découvrir ces gens fabuleux. D'ailleurs, l'intervenant de ce soir, je l'ai interviewé le mois dernier sur Gwénoline TV. Certains vont le reconnaître. Donc, voilà. Et je vous invite aussi à faire un petit tour sur le Facebook Gwénoline TV. Pour l'offre de Noël, vous avez 50% de remise sur tous les ateliers en rediffusion. Donc, voilà, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour plus d'informations. Et place ce soir à notre conférence « Comment faciliter le grand passage pour co-créer un monde meilleur ». Donc, nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gwénoline. Alors Jean-Pierre, tu es chercheur, enfin plutôt trouveur on va dire, et kinésithérapeute. Donc, tu as fait 4 écoles d'ostéopathie, une école d'acupuncture, 20 ans d'enseignement du Qigong, voilà, c'est ça. Et donc, tu étudies la physique quantique et l'épigénétique de la biophotonique. Donc, tu peux expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, tu as aussi créé une méthode de la libération holographique du cœur péricarde. C'est une méthode déposée que je vous conseille vivement parce que ces consultations sont exceptionnelles. Bon, on en reparlera peut-être. Voilà, donc ce soir, on va survoler un ensemble parce que Jean-Pierre est très très précis et donc il va y avoir d'autres conférences pour vous expliquer les mécanismes et les solutions. Voilà, donc j'espère que j'ai tout résumé, Jean-Pierre. Oui, très bien, très bien. Donc simplement de dire que au début ma recherche était purement intuitive et pratique et concrète. C'était dans l'expérimentation au niveau du corps. Et j'obtenais déjà de bons résultats, mais on m'a dit que je ne pouvais pas expliquer scientifiquement les choses. C'est ce qui a justifié justement l'étude de la physique quantique, de l'épigénétique et de la biophotonique. Voilà. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? Donc, du coup, je ne retrouve pas mes questions. Voilà. Voilà, c'est bon, elles sont là. Il y a tellement de fenêtres ouvertes. Donc voilà, on va commencer par… attends, je me trompe. Voilà, c'est ça. Donc le problème est donc comment toi tu vois le grand passage? Voilà, alors ma recherche consiste à aider les gens à faire un petit passage. Hein. Ce petit passage, c'est passer de la séparation à la complétude, de l'isolement à la connexion, du manque à l'abondance, de dépendance à l'autonomie, du mal-être au bien-être, des pathologies à la santé, du tourment à la paix, etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est complètement cohérent et complètement intriqué. Et donc, on va expliquer que pour pouvoir découvrir comment aider quelqu'un à faire son petit passage, eh bien, on est obligé de parler du grand passage, c'est-à-dire du contexte dans lequel nous sommes, du contexte historique, parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement important, notamment au niveau des nouvelles découvertes scientifiques. Alors, ces découvertes scientifiques, donc le passage, le grand passage, c'est le passage d'un ancien modèle de représentation de la réalité qu'on appelle matérialiste et qui nous est dû à Isaac Newton. Donc, cette compréhension de la réalité matérialiste est remise en question par toutes les nouvelles sciences qui sont toutes unanimes pour participer à la création de ce nouveau modèle de compréhension de la réalité et qui correspond à ce que les sages appellent la vérité, alors que le modèle matérialiste correspond à ce que les sages appellent l'illusion. Alors, donc, passer de l'ancien modèle matérialiste, qui est ce qu'on appelle l'ancien paradigme d'Isaac Newton, au nouveau modèle spirituel, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est toute une histoire. J'ai beaucoup médité sur
sur une phrase d'André Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et c'est au bout de toute cette recherche que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Voilà, alors qu'est-ce que ça change ce grand passage? Donc, il faut savoir qu'on va préciser un peu plus ce que c'est que l'ancien paradigme scientifique matérialiste d'Isaac Newton. Donc, on voit Newton avec ses pommes qui tombent sur la tête, sur la diapo numéro 7. Alors, tu veux que je la partage, c'est ça? Ben oui, toutes les diapos avec des jolies images pendant qu'on y est. Alors, on va faire ça. Ouais. Toc, partager. Voilà. Alors, est-ce qu'on la voit? Je vais la mettre en plus grand. Voilà. Voilà, alors Isaac Newton a dit, c'est lui qui a créé la science du matérialisme, et il a dit, l'univers est une machine physique, et pour comprendre l'univers, il suffit de s'occuper de la partie physique. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper de ce qui est invisible. Alors, si on voulait un petit peu résumer la manière de voir d'Isaac Newton, qui a été adoptée par tous les scientifiques, et qui ont donné cet ancien paradigme, dans lequel nous sommes toujours, eh bien, ce paradigme matérialiste a notamment l'inconvénient de nous faire croire à une fausse identité. Quand je pose la question « qui suis-je » ou quand je vous pose la question à vous « qui êtes-vous » eh bien, si vous dites que je suis un corps, on est dans le paradigme de Newton. Et Newton dit que l'être humain, finalement, c'est un corps de matière qui est constitué à 100% de matière. Et donc, c'est le corps qui est donc visible. Il dit que nous ne sommes qu'un corps visible constitué de 100% de matière et que notre corps de matière est séparé des autres objets de matière par du vide et que le vide, ben, il n'y a rien dans le vide et qu'il n'existe aucune interaction entre deux objets matériels à distance. Voilà un petit peu la base de la pensée d'Isaac Newton qui a donné la médecine officielle actuelle, qu'on appelle la médecine matérialiste, et qui ne regarde que le corps et le considère vraiment comme une machine physique et chimique. Et donc, conclusion, cette médecine qui est la médecine officielle actuelle, eh bien, elle repose sur ce dogme d'Isaac Newton qui date d'il y a 300 ans, ce qui fait que, étant donné qu'on ne considère que le corps, eh bien, la seule action possible de la médecine officielle va être de lutter contre les symptômes, contre les maladies, contre les pathologies, avec un outil qu'on appelle la chimie organique et la physique mécanique des forces de Newton. Donc ça a donné la médecine standard allopathique officielle et je vais vous livrer un peu mon impression. Je ne sais pas si parmi tous les gens qui regardent, ils sont satisfaits de cette médecine officielle, mais mon impression générale par rapport au matérialisme, à cet ancien paradigme newtonien, alors, petite parenthèse, attention, je ne suis pas en train de juger ni de critiquer Newton parce qu'il a fait des découvertes extraordinairement importantes et qui nous servent beaucoup aujourd'hui. Simplement, il a une partie de la vérité, mais c'est bien d'aller un petit peu plus loin, tout simplement. Alors, si on en reste simplement aux données de l'ancien paradigme, eh bien, pour dire un peu mon impression, j'aime bien citer une citation de Albert Einstein. Et quand on parle de matérialisme, il dit il y a la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Il dit aussi la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Et ici, quand on parle de matérialisme, nous avons réuni théorie et pratique, c'est-à-dire que rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Alors bon, j'ai pris cette citation d'Albert Einstein simplement parce qu'elle exprime un petit peu ce que je ressens par rapport à cet ancien paradigme matérialiste. Voilà. Alors, évidemment, si le paradigme matérialiste a été je dirais, un pas en avant dans le progrès de l'humanité, si on en reste là, eh bien, là, on est un petit peu quelque part prisonnier de ce pas et il est temps de faire d'autres pas vers l'avant. Et si on en reste au matérialisme, vraiment, on est très mal parti. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce qu'il existe d'autres solutions que le matérialisme? Alors, évidemment, on va parler maintenant du nouveau paradigme scientifique,
Et moi, je dis qu'il est spirituel tout simplement parce que dans ce paradigme spirituel, scientifique, eh bien, on rétablit l'invisible, c'est-à-dire l'esprit, la conscience, l'information et l'énergie. Tout ce qui avait été éliminé par Newton. Et donc, en quoi c'est important? Eh bien, parce que ça va nous aider à retrouver notre véritable identité, et on va en parler dans la soirée. Et donc, ça va amener des nouvelles sciences et une nouvelle médecine qui va tenir compte de l'invisible, tout à fait. Alors, la nouvelle physique, elle prouve des choses importantes quand même. C'est que si Newton dit que nous sommes 100% de matière, eh bien, si les nouveaux scientifiques disent qu'un corps humain est constitué essentiellement d'eau, et comme vous le savez, la molécule d'eau, c'est H2O, ça veut dire qu'il y a 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène, ce qui veut dire que l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus fréquent dans notre corps. C'est la grande majorité des atomes dont nous sommes constitués, c'est l'hydrogène. Or, dans l'hydrogène, on a démontré qu'il y avait 0,00001% de matière qui est le proton et 99,99999% de vide. Autrement dit, si Newton dit que nous sommes 100% de matière, eh bien voilà que nos nouveaux scientifiques disent que nous sommes 0,0001% de vide, de matière et 99% de vide. Alors ce serait peut-être intéressant de s'intéresser au vide si nous voulons savoir qui nous sommes. Or, Newton disait que le vide était vide et nos nouveaux scientifiques disent que le vide n'est pas vide, mais qu'il est plein. Et il est plein de quoi? Plein d'informations et plein d'énergie. Donc voilà les nouvelles données de la nouvelle science. Nous ne sommes pas qu'un corps, mais nous sommes aussi un esprit. Et donc, l'esprit, c'est le champ de conscience, plus l'information, c'est ce qu'on appelle l'invisible. Et cet esprit, ce champ de conscience, est en interaction avec notre corps, qui est constitué de cellules. Hein, et donc, c'est la matière, donc cellules plus eau. Et donc, l'interaction entre l'esprit et le corps, entre l'invisible et le visible, se fait grâce à l'information. Et l'information est véhiculée notamment par des ondes électromagnétiques, notamment des photons. Voilà. Alors, c'est ce que dit le nouveau paradigme, et il y a une chose aussi que dit le nouveau paradigme, puisqu'il réintroduit l'esprit, il dit l'esprit est très important puisque c'est lui qui gouverne le corps. Autrement dit, l'esprit, on le met au-dessus du corps. Donc ça change complètement les données. Et donc, l'épigénétique nous dit que la cellule, c'est la clé du bien-être et de la santé. En un mot, si vous avez une cellule qui fonctionne bien, c'est la bonne santé, c'est le bien-être. Une cellule qui fonctionne mal, c'est le mal-être et c'est les pathologies. Et donc, la deuxième chose, l'épigénétique nous apprend que ce qui influence la cellule, ce qui a le plus d'impact sur la cellule, c'est l'information, soit en négatif, soit en positif. Autrement dit, les mauvaises informations vont aboutir à des dysfonctions cellulaires et donc à des pathologies, et les bonnes informations vont aboutir donc à une bonne fonction cellulaire, à une bonne santé et à un bien-être. Donc voilà donc les bases un peu du nouveau paradigme scientifique. Donc il y a une autre chose qui est importante, c'est que eh bien ce nouveau paradigme a prouvé en 1982 par une expérience scientifique qui a été faite par un physicien qu'on appelle Alain Aspect en 1982, qui a démontré l'intrication. Alors, je vais parler de physique quantique dans d'autres conférences. J'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est que le paradoxe EPR, comment Bell a travaillé sur ce problème, le théorème de Bell, et comment donc Alain Aspect, ça a débouché sur une expérience qui a prouvé une chose qui est extrêmement importante. Je vais m'en contenter ce soir de dire les conclusions, et dans une autre conférence, j'expliquerai comment ça s'est passé et de quoi il s'agit. Et donc, ils en sont arrivés simplement à la conclusion, grâce à cette expérience, que la vérité, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, à savoir que l'univers, il est un, il est lié, il est intriqué, il est enchevêtré dans une toile de lien invisible entre particules. Aucune particule n'est séparée d'aucune particule. Toutes les particules sont interconnectées, entre parenthèses, par des trous de verre.
Tout est la même chose sous des aspects différents. L'univers est un, c'est ce qu'on appelle l'unité. Donc l'intrication et l'unité quantique, c'est l'unité dont parlent tous les sages depuis des milliers d'années. Et par contre, l'illusion, c'est la séparation. Si on pense qu'on est séparés les uns des autres et que tout ce qui nous entoure n'est qu'une illusion. Donc, voilà un petit peu. Alors, les sages nous le disent depuis des milliers d'années, mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est prouvé depuis 1982. Alors, si c'est prouvé scientifiquement, là, on a une base solide et ce serait peut-être intéressant d'en tenir compte. Tout à fait. Voilà. Alors, pourquoi ce passage est vital? Eh bien, il est vital tout simplement parce que dans l'ancien paradigme matérialiste, on pense que nous sommes des corps qui sont séparés les uns des autres, et donc cette séparation amène une logique de peur et de violence et de guerre, et donc débouche sur la mort. Hein. Par contre, le nouveau paradigme que j'appelle moi spirituel, eh bien, avec cette définition de l'unité, c'est-à-dire que nous sommes, l'univers est un être indivisible et vivant, et nous sommes cet être indivisible et vivant, et donc nous sommes un, et donc ça amène forcément une logique de respect, une logique d'amour et une logique au service de la vie. Et donc c'est effectivement une question de vie ou de mort de faire ce changement de paradigme, et donc que ce soit individuel ou que ce soit collectif, c'est vraiment le contexte dans lequel nous sommes et qui est vraiment extrêmement important. Alors, donc, c'est pour ça que, quelque part, dans ce nouveau paradigme, il est question de retrouver notre véritable identité. Et donc, si on est dans une logique de séparation, si on prend l'image de l'océan et de la vague, on va être la vague. Je suis le corps, je suis moi, je suis mon ego, ça, je suis la vague. Voilà la fausse identité, voilà l'illusion. Et la véritable identité, c'est je suis l'océan, c'est-à-dire je suis l'océan de conscience primordiale, c'est-à-dire je suis l'univers. Alors évidemment, c'est un peu surprenant comme ça à première vue, mais on va rentrer dans les détails et voir quelles sont toutes les conséquences. Alors, ça, si nous sommes en fait pas un corps séparé d'autres corps, mais que nous sommes une conscience, eh bien, je me dois de vous expliquer un peu ce que c'est que la conscience. Et donc, je consacrerai une conférence complète à la conscience, donc je vais simplement survoler. Donc, dans ma recherche, j'ai fait une véritable enquête pour savoir qu'est-ce que c'était que la conscience. Évidemment, il n'y a pas de définition officielle pour l'instant. Et dans mon enquête, j'ai commencé par le début. Quelle était la position officielle de la science? Eh bien, elle repose sur un neurochirurgien qui s'appelle Wilder Penfield, qui disait que chaque partie du cerveau stockait une mémoire précise. Évidemment, ça a permis de dire que la mémoire était localisée dans chaque partie du cerveau. Et il y a eu tout de suite après, donc, un autre scientifique, Carl Spencer Lashley, qui a fait une expérience que j'expliquerai lors d'une prochaine conférence, qui a prouvé qu'effectivement, aucune mémoire, le cerveau ne stockait aucune mémoire dans une partie particulière et que la mémoire était holographique, c'est-à-dire dans chaque point du cerveau, il y avait toute la mémoire. Donc, je rentrerai dans les détails plus tard, mais c'est extrêmement important. Alors après, il y a des personnes qui se sont demandé si la conscience était dans la matière grise. Et quand on s'est rendu compte que, il y a une anecdote qui est vraie, c'est qu'il y a un Français qui a eu un accident de voiture et on a scanné sa tête et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cerveau dedans, qu'il n'y avait que de l'eau et il fonctionnait normalement. Et puis, ça remet en doute le fait que la conscience soit dans la matière grise parce qu'on pense qu'elle est plutôt dans l'eau. Et puis, il suffit pour s'en convaincre de regarder le cas des hydrocéphales, vous savez, ces enfants qui ont un tout petit cerveau et beaucoup d'eau dans le crâne et qui font des performances intellectuelles extraordinaires. Donc, on voit bien que la conscience n'a rien à voir avec le cerveau. Alors, on s'est posé la question de savoir si la conscience était dans l'eau. Alors, je parlerai dans cette conférence de Masaru Emoto, bien entendu, pour savoir est-ce que l'eau a une mémoire, de Jacques Benveniste qui a prouvé
que eh bien, l'eau pouvait stocker des ondes électromagnétiques et que c'était les ondes électromagnétiques qui sortaient des molécules qui étaient qui était l'agent actif et non pas la réaction chimique. Le pauvre Jacques Benveniste a eu des gros problèmes à cause de ça. Les travaux de Jacques Benveniste ont été suivis continués par le professeur Luc Montagnier, qui est prix Nobel de médecine, qui a fait une autre expérience, on appelle ça de transduction d'ADN, je vous en parlerai la prochaine fois. Et c'est-à-dire, il a réussi à reconstituer des molécules d'ADN à partir d'ondes électromagnétiques, donc sans modèle. Et ça prouve bien que tout ça, il y a un problème. Ces ondes électromagnétiques étaient stockées dans l'eau, donc la mémoire a bien stocké les ondes électromagnétiques. Et puis le professeur Marc-Henri, qui est professeur de physique quantique et de chimie, va nous parler de l'eau. Ça, j'en parlerai dans les détails, mais simplement déjà pour ce soir, c'est intéressant de savoir que dans 18 grammes d'eau, il y a 1 mégaoctet de mémoire et qu'il suffit de 3,6 litres d'eau pour stocker tous les livres du monde entier. C'est pour dire qu'effectivement, est-ce qu'on trouve la conscience dans l'eau? Eh bien, si l'eau stocke de l'information, forcément, il y a de la conscience dans l'eau. Et puis, on disait la conscience est surtout dans le cerveau, mais regardez, si on s'est amusé à calculer la mémoire que pouvait stocker un être humain, c'était l'équivalent de 17 siècles de vidéo Blu-ray, mais si vous regardez dans le cerveau, ça correspond à 3 jours de vidéo Blu-ray. Si vous regardez dans l'intestin, vous avez 18 ans de vidéo Blu-ray. Donc, s'il y avait vraiment un endroit, et puis dans le microbiote intestinal, 36 ans, 36 années. Donc, si on fait intestin plus microbiote, on arrive à vraiment l'endroit du corps dans lequel il y a plus de conscience, puisque c'est là qu'il y a le plus d'informations qui est stockée. Et puis, vous voyez, le cœur, c'est quand même 50 jours de vidéo Blu-ray. Donc, c'est tout ça, c'est pour remettre en question les idées préconçues sur qu'est-ce que c'est que la conscience. Vous voyez qu'on s'achemine vers une découverte complètement autre. C'est l'intérêt du nouveau paradigme scientifique, c'est de nous amener plus proche de la réalité pour comprendre ce que c'est que la conscience. Alors, Nassim Haramein nous dit, chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher l'animateur dans le poste de radio. Eh bien, il dit effectivement, la conscience, elle n'est pas dans la radio, elle est dans le champ électromagnétique qui est autour de la radio, et finalement, le cerveau n'est qu'une antenne, n'est qu'un capteur d'ondes électromagnétiques, et la conscience, elle est dans le champ électromagnétique. Alors, donc, ça nous amène à une autre notion de la conscience qu'on appelle le champ. Alors, j'ai fait aussi toute une enquête par rapport au champ, et donc, je me suis intéressé tout d'abord à l'éther, parce que ce que les gens nomment éther correspond à la définition d'un champ d'information. Et donc, on parle de l'éther depuis l'Antiquité. Je vous parlerai lors de cette conférence d'Aristote, de Vivekananda, de Nikola Tesla, qui connaissait Vivekananda et il se servait de l'éther. Ça a été quelque chose de fondamental dans ses recherches. Et sachez quand même que Nikola Tesla, c'est grâce à lui que nous sommes dans une société civilisée aujourd'hui, hautement technologique. Ensuite, toute la tradition ésotérique occidentale avec Hélène Blavatsky et Charles Webster Leadbeater parle d'éther. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont exploré l'éther sur le plan concret. Vous avez peut-être entendu parler d'Edgar Cayce qui, quand il était sous hypnose, allait chercher des informations dans l'éther qui a permis de faire des guérisons miraculeuses. Sachez aussi que Daniel Meroy a fait des sorties avec son corps éthérique pour aller lire les mémoires du temps, les mémoires akashiques. Donc, éther et akasha, c'est quelque chose qui est très proche. Donc, vous avez entendu parler du docteur Raymond Maudit avec des expériences de mort et les personnes qui reviennent dans leur corps après avoir vécu cette expérience de mort. Donc, l'éther serait un substrat et vous savez que ce substrat, après, passe dans un couloir, voit une lumière, etc. Et enfin, Albert Einstein s'est intéressé à l'éther et il a affirmé, quand il en était donc dans la relativité généralisée, qu'il était impossible d'envisager l'univers sans éther parce que sinon, les lois de la physique ne fonctionneraient pas. Donc ça, c'est un premier aspect
du champ de conscience qu'on appelle l'éther. Après, il y a Rupert Sheldrake qui parle de champs morphogénétiques. Lui, il parle de plusieurs champs qui sont imbriqués les uns dans les autres comme des poupées gigognes. Donc là, il y a un champ, il y a plusieurs champs, et puis plusieurs champs individuels, mais il y a aussi des champs de conscience collectif. Quand je faisais cette enquête, j'étais complètement perdu, parce que ça partait de tous les sens. Et finalement, vous allez voir que la synthèse va être tout à fait intéressante. En épigénétique, Bruce Lipton parle de l'esprit conscient. C'est donc un champ qui est en relation avec les lobes frontaux, donc l'avant du cerveau, et de l'esprit inconscient, c'est-à-dire c'est un esprit, c'est un champ de conscience en relation avec le subconscient, c'est-à-dire l'arrière du cerveau. Dans les autres traditions, vous avez la tradition de Hawaï, Ho'oponopono, où il parle de 4 esprits, parce que l'éther, l'esprit, le champ de conscience, c'est des mots différents qui veulent dire la même chose. Et donc, chez Ho'oponopono, on dit il y a l'esprit divin, l'esprit supraconscient, l'esprit conscient, l'esprit subconscient. Dans les traditions védiques, vous avez les corps subtils, qui sont aussi des champs de conscience. Et enfin, les physiciens finissent tous par arriver à la conclusion que tous ces champs de conscience ne sont sont tous interconnectés les uns aux autres, et que tous ces champs de conscience sont connectés à un seul champ, qui est le champ du vide quantique, qui est le champ de l'univers. Donc, la mémoire, c'est 5 multiplié par 10 puissance 242 octets dans le vide. C'est pour vous dire que là, le vide, c'est un champ d'information dans lequel il y a des informations, c'est un lieu de stockage de toute la mémoire de ce qui se passe dans l'univers. Donc, l'interprétation de Schrödinger, qui est prix Nobel de physique et dont je parlerai abondamment lorsque je parlerai de physique quantique, m'a dit une chose, et je pense que ça vaut le coup quand même de prendre le temps de lire cette citation. La multiplicité des choses n'est qu'apparente, car en vérité, il n'existe qu'un seul esprit, un seul champ de conscience, si vous préférez. Il n'existe aucun cadre de pensée au sein duquel nous pourrions voir la conscience comme plurielle. Parce que, effectivement, la conscience individuelle, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est juste quelque chose que l'on construit en raison de la pluralité temporelle des individus, mais ceci est une fausse construction. Autrement dit, nous sommes tous la même conscience. Et il n'y a pas de conscience individuelle. Alors ça, effectivement, au niveau de l'identité, ça choque un petit peu. Et pourtant, si ces scientifiques parlent comme ça, c'est qu'ils ont quelques bases. Hein. David Bohm, qui est un physicien qu'on ne présente plus, dit « Cette réalité forme un tout indivisible, et ce, en incluant l'univers tout entier avec tous ses champs et toutes ses particules. Partir d'une intégrité non divisée signifie cependant que nous devons nous défaire de l'ordre mécanistique, c'est-à-dire de l'ancien paradigme scientifique de Newton et de tout ce qui va avec. » Voilà, donc, pour résumer, la conscience, on a des cellules, on a un champ de conscience, et entre la cellule et le champ de conscience, on a un lot qui fait l'interface. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien, c'est le feedback entre le champ quantique, le champ du vide, et la cellule, qui se fait grâce à l'interface de l'eau. Autrement dit, s'il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir de feedback entre le champ de conscience et la cellule. Donc, l'eau, effectivement, a une importance capitale. Alors maintenant, voilà ce que ça change, ce nouveau paradigme au niveau de l'identité, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète? Le fait que nous soyons un et que nous soyons une seule et unique conscience, eh bien, ça change beaucoup de choses, notamment au niveau de la sécurité. Donc, je vais vous faire une citation de Thich Nhat Hanh, qui est un maître zen vietnamien, et il dit « Une vague sur l'océan a un début et une fin, elle naît et elle meurt. » Donc, la vague, c'est notre corps physique. Si elle ne voit que sa forme avec son début et sa fin, elle aura peur de la naissance et de la mort. Mais si elle se perçoit comme étant de l'eau, c'est-à-dire le champ de conscience universel, elle s'identifiera à elle et s'émancipera ainsi de la naissance et de la mort. Évidemment, le champ de l'univers, le champ de conscience de l'univers est immortel, et donc si on sait qu'on est ce champ de conscience, on n'a plus peur de la mort.
Toutes les vagues naissent et doivent mourir, mais l'eau, elle, est libre de la naissance et de la mort. Voilà donc un premier intérêt de savoir que nous sommes la conscience et que nous sommes immortels. Parce que sachez que la peur de la mort est une des premières causes de stress et nous allons parler de stress tout à l'heure. Alors, il y a un autre scientifique qui dit la même chose à peu près avec des mots un peu différents et je vous laisse deviner qui est ce scientifique. Je vais simplement vous lire la citation. L'être humain, limité dans le temps et dans l'espace, fait partie d'un tout que nous appelons univers. Il se perçoit lui-même avec ses pensées et ses sentiments comme distincts du reste, ce qui est une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison qui nous confine dans des déserts personnels et dans l'affection que nous apportons à quelques proches. Notre tâche doit consister à nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion pour englober tous les êtres vivants et l'ensemble de la nature dans toute sa beauté. Nos efforts en ce sens font partie intrinsèquement du processus de libération de la peur, et ils constituent le fonctionnement d'une sécurité intérieure. De qui est cette citation? Eh bien, tu peux montrer l'image suivante. Elle est tout simplement de Albert Einstein. Donc, ce qui est réjouissant dans ce nouveau paradigme scientifique, c'est que nous nous rendons compte que tous les nouveaux scientifiques tombent en accord avec la sagesse millénaire. Et peut-être c'est pas par hasard. Alors, vous voyez que ce nouveau paradigme, il change beaucoup de choses en termes d'identité, en termes de sécurité, mais également, qu'est-ce que ça change en médecine? Ben, ça va changer beaucoup de choses. Il faut savoir que actuellement, au niveau des découvertes où on en est, vous avez 3 types d'actions pour soulager. Vous avez la médecine matérialiste qui lutte contre les pathologies au niveau matériel avec la chimie et avec la physique mécanique. Puis vous avez les nouvelles médecines, dont la médecine énergétique, qui œuvre pour le bien-être et la santé au niveau énergétique, avec des ondes électromagnétiques de toutes les fréquences, donc c'est des fréquences qui sont importantes. Et puis vous avez la médecine quantique, qui œuvre pour le bien-être de la santé et la santé à un niveau informationnel. Et donc qui utilise la pensée, l'eau et le son comme médiateurs. Et cette médecine quantique, on en reparlera effectivement dans une conférence où on va développer tout ça. Alors, le professeur Marc-Henri dit « Mépriser les méthodes 2 et 3, c'est-à-dire énergétiques et informationnelles, et juger que seul le premier niveau est pertinent, c'est-à-dire seule la chimie est pertinent, découle d'une méconnaissance, voire d'une ignorance de la physique quantique. Et donc, si les lois de la physique quantique sont correctement comprises et assimilées, cette attitude devient ridicule et intenable. Voilà, donc peut-être que la médecine va avoir à se poser quelques questions et à se remettre en question par rapport à tout ça. Et donc, il faut savoir que l'épigénétique nous dit que dans 95% des cas, nos cellules fonctionnent parfaitement. Donc imaginez, vous êtes une huître qui est parfaitement normale. Eh bien, comme vous êtes une huître parfaitement normale, quand on vous pique, qu'est-ce qu'elle fait l'huître? Eh bien, elle se ferme. Et donc, cette huître, elle réagit parfaitement normalement à des circonstances qui sont, elles, anormales, parce que se faire piquer, c'est justement ça qui est anormal. Et comme cette huître est parfaitement normale, si on la met dans un autre environnement, c'est-à-dire un environnement d'amour et de respect, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle s'ouvre, parce qu'elle est tout à fait normale. Et donc, la question, c'est que, effectivement, cette pathologie, elle peut avoir une origine informationnelle et non pas physique, et que dans 95% des cas, comme nous sommes tout à fait normaux, nos cellules fonctionnent bien, et donc ce n'est pas le fonctionnement de nos cellules qui est à remettre en question, c'est simplement l'environnement dans lequel nous sommes. Hein? Et donc l'environnement, c'est les informations. Et quand nous avons des cellules parfaitement saines qui sont soumises à des mauvaises informations, eh bien du coup les cellules dysfonctionnent, ça donne des symptômes corporels et donc l'illusion que le problème se trouve au niveau de la matière, alors que pas du tout, le problème n'est pas au niveau de la matière, il est au niveau
de l'information, c'est-à-dire au niveau de l'environnement. Et dans ces cas-là, on n'a pas à changer les cellules qui sont normales, on a à changer l'environnement. Et ça, c'est une chose aussi que la médecine devra probablement intégrer un jour ou l'autre. C'est la raison pour laquelle, puisque ça correspond quand même à 95% des cas, la physique et la médecine du XXIe siècle sera celle de l'information et de la conscience. Voilà, donc tout ce grand passage, en quoi il est important. Alors, Jean-Pierre. Oui. De prendre quelques questions. Oui, je t'en prie. Super. En tout cas, excusez-moi, j'ai Au niveau du son. Tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Ok. Donc, en tout cas, je me suis permis de partager mon diaporama. Attends, là, je t'entends plus bien du tout, là. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Alors, je me suis permis de partager ton diaporama. Moi, je m'entends beaucoup. Vas-y, vas-y. Bien compris. Ça permet aux gens d'intégrer aussi visuellement. D'accord, pas de problème. Tu m'entends bien, hein? Oui, oui, je t'entends bien. Ça dépend des fois, mais là, bien, c'est OK. Ok, alors. Donc, j'ai mis les liens de toutes les prochaines conférences. Et donc, une question de Corinne qui nous dit: peut-on considérer que l'homéopathie fait partie de la médecine quantique? Merci. Oui, exactement. Et ça, je répondrai à cette question dans les détails, dans la mesure où, qu'est-ce que c'est que l'homéopathie? C'est, on a mis dans de l'eau des molécules, et Jacques Benveniste a découvert que le principe actif, c'était les ondes électromagnétiques qui s'échappaient des molécules. Eh bien, quand on fait des dilutions, on retire progressivement la molécule et on ne laisse plus que l'onde électromagnétique dans l'eau. Et c'est cette onde électromagnétique qui va avoir un principe actif et qui va être efficace. Autrement dit, on peut classer l'homéopathie dans la nouvelle médecine, effectivement. C'est une médecine de l'information. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il y avait une autre question qui a été répondue par un des auditeurs, mais je vais quand même te la poser pour être sûre, pour Valérie, qu'elle soit validée. Qu'est-ce qu'une vidéo Blu-ray? Vous savez, c'est ces vidéos haut de gamme qui donnent des images haute définition, donc qui ont beaucoup d'informations, qui peuvent stocker beaucoup d'informations justement, parce que la haute définition, c'est beaucoup de pixels en fait. Hein. Voilà. Voilà. Niki avait répondu ce type d'éléments, mais je voulais valider ceux qui posaient des questions. Voilà. C'est très précis. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Nous pouvons continuer. On peut continuer. Alors, tu me demandais l'autre jour quelle était ma participation à ce grand changement. Oui. Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Comment je participe à ce changement de paradigme? Eh bien, déjà par ma recherche personnelle. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai été kinésithérapeute. J'ai fait ensuite 4 écoles d'ostéopathie, une école d'acupuncture, 20 ans d'enseignement de Qigong. Alors là, il y a une coupure, je vois plus rien là. T'en fais pas de partager le diapo. Tout va bien, alors c'est bon. Et donc, j'expliquais que j'avais une recherche intuitive et pratique et que j'avais d'excellents résultats, mais qu'on m'avait dit que j'avais aucune base scientifique et que je pouvais pas expliquer les choses. Alors, pour rassurer les gens qui avaient peur que je n'avais aucune base scientifique, j'ai fait une recherche. J'ai essayé de comprendre ce que c'est que la physique quantique, l'épigénétique et la biophotonique. Et quand j'ai fait cette recherche, là, je me suis rendu compte de l'importance du changement de paradigme et j'ai choisi en pleine conscience le nouveau paradigme. Donc, ça déjà, la chose fondamentale, c'est que je choisis le nouveau paradigme. Et à partir de là, eh bien évidemment, puisque j'ai une nouvelle compréhension de la réalité, et bien forcément, je vais être obligé de redéfinir complètement qui je suis, de redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un être humain, redéfinir qu'est-ce que c'est que le bien-être et la santé, redéfinir mais c'est quoi le problème des gens qui sont mal, redéfinir mais ils sont mal à cause de quoi, et puis trouver des solutions, et donc notamment dans les solutions, adopter des nouvelles stratégies et des nouveaux outils. Donc, c'est une remise en question complète, ce changement de paradigme, et c'est par là que je suis passé. Donc, voilà, ça a donné la création
d'une nouvelle voie vers le bien-être et la santé, que j'ai appelée, moi, la libération holographique du cœur péricarde. C'est la technique que j'ai créée et que je vais vous expliquer ce soir. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la libération holographique du cœur péricarde? Alors, pour résumer en très peu de mots, et après on va rentrer dans les détails, bien sûr, c'est une méthode de soins quantique qui neutralise les effets négatifs du stress sur nos cellules, c'est-à-dire notre corps, et qui rétablit le bien-être cellulaire, donc la circulation de l'information, pour faciliter le retour à la complétude, c'est-à-dire l'évolution, donc le bien-être et la santé. Alors évidemment, je suis conscient que c'est complètement hermétique, c'est pour ça que je vais développer le sujet, et je vais revenir sur chaque point. Alors en quoi ça consiste exactement? Donc on va redéfinir le problème selon le nouveau paradigme, on va redéfinir les causes du problème selon le nouveau paradigme et trouver des solutions selon le nouveau paradigme. Alors, se libérer de quoi? La question est là, se libérer de quoi? Eh bien, déjà, se libérer du stress. Alors, je vais vous parler de stress. Le stress aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le stress il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, le stress, ça arrivait une fois de temps en temps. Vous tombiez nez à nez sur un lion qui voulait vous courir après et vous manger. Et donc, là, vous aviez intérêt à courir vite si vous vouliez échapper au lion. Et donc, c'est pour ça que dans l'être humain, il y a un système qu'on appelle le système autonome nerveux orthosympathique, qui est justement fait pour faire face à ce type de situation un peu dramatique. C'est-à-dire que quand vous voyez le lion, eh bien, votre esprit vous dit « ça, c'est dangereux, tu as intérêt à courir très vite ». Et à ce moment-là, il y a une sécrétion d'hormones de stress dans le sang, qui sont le cortisol et l'adrénaline, et ces hormones vont avoir un impact sur le comportement cellulaire. Autrement dit, toutes les cellules de votre corps, qui sont plusieurs milliards, vont se coordonner pour fuir le lion et pour sauver votre peau. Et il va y avoir des quantités de changements dans votre corps à cause de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. Je reviendrai sur ça dans une prochaine conférence. Le problème, c'est que, ok, donc, il y avait une série de transformations cellulaires dans votre corps pour que vous puissiez fuir. Et ça prenait quelques secondes de fuir au lion, parce qu'en quelques secondes, soit vous êtes mangé, soit vous êtes hors d'atteinte. Et quelques secondes après, il n'y avait plus de danger, donc il n'y avait plus de sécrétion d'hormones de stress, et les cellules refonctionnaient normalement. Ça, c'était le stress il y a 1000 ans. Seulement aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Le stress, c'est 24 heures par jour, 365 jours par an. Il est permanent, ce qui fait que nous avons des cellules qui ne fonctionnent pas normalement en permanence. Et donc, ces transformations cellulaires dues aux hormones de stress vont être à l'origine des gros problèmes. Et c'est des problèmes que rencontrent tous les êtres humains. Alors maintenant, je vais vous expliquer de plus près quels sont les impacts du stress, des hormones de stress, plus exactement sur les cellules et sur notre corps. Alors, il y a une expérience fondamentale qui a été faite par Bruce Lipton, c'est la diapo numéro 57, si on veut voir à quoi ressemble Bruce Lipton. Voilà. Et donc, lui, il a fait des découvertes extraordinaires et je passerai une conférence complète à vous parler d'épigénétique. Et en tous les cas, si on voulait résumer très rapidement, la sécrétion d'hormones de stress va nous amener deux choses au niveau des cellules. D'une part, elle diminue de volume, et là, on peut montrer la diapo numéro 59. Donc, les cellules diminuent de volume. Vous avez dans le gobelet du milieu, vous avez une cellule normale. Si, dans le gobelet de gauche, on traite cette cellule normale avec amour et qu'on met une substance que les cellules aiment bien manger, un complément alimentaire par exemple, eh bien, la cellule va se porter bien, elle va augmenter de volume, et vous voyez que la cellule qui est dans ce gobelet, il y a des petits trous dans la périphérie, c'est-à-dire il y a plein de petits trous qui s'ouvrent dans la membrane cellulaire, ce qui fait que
il y a un passage possible entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Eh bien, quand cette cellule est grande et ouverte, elle est en bonne santé parce que cette cellule, quand elle a ouvert la bouche, elle peut manger, elle peut recracher ses déchets et en plus, elle est connectée au champ de conscience, donc elle peut recevoir les informations. Or, les informations qui viennent du champ de conscience, c'est le mode d'emploi pour fonctionner correctement. Ce qui explique que la cellule dans le gobelet de gauche correspond à la santé et au bien-être. Mais si on rajoute quelques gouttes d'hormones de stress, eh bien, vous voyez que cette cellule arrive dans l'état dans lequel elle est dans le gobelet qui est à droite, c'est-à-dire qu'elle a diminué de volume et que la membrane cellulaire s'est épaissie, ce qui fait qu'il n'y a plus de passage possible entre le milieu intra- et extracellulaire. Donc, c'est clair que si elle ne peut plus manger ni recracher ses déchets, elle va être très mal, cette cellule. Et en plus, si elle ne peut plus être connectée au champ de conscience qui lui donne le mode d'emploi, elle n'a plus le mode d'emploi, elle dysfonctionne et il va y avoir des tas de problèmes. Alors, je vais rentrer dans les détails, évidemment, dans une conférence, mais vous voyez que en bas du schéma, vous avez 6 cellules qui sont contentes. Eh bien, quand elles sont l'une à côté de l'autre, ça donne un tissu qui est très long. Et les mêmes cellules qui ne sont pas contentes, eh bien, ça donne un tissu qui est très court. Autrement dit, il y a l'autre problème, c'est que quand les cellules sont en contact d'hormones de stress et qu'elles diminuent de volume, ça donne des tissus qui se raccourcissent dans le corps humain. Et ces tissus vont exercer des contraintes mécaniques anormales dans le corps qui vont être à l'origine de pathologies. Donc, je reviendrai sur les détails, mais donc sachez que tout simplement, je vais citer les têtes de chapitre, mais quand vous avez des cellules qui se ferment et qui diminuent de volume, vous avez un arrêt du système immunitaire, et donc ça, c'est un peu dangereux. Vous avez un arrêt de la croissance, c'est-à-dire que tout le système digestif est complètement bloqué parce que quand vous avez à fuir un lion, c'est pas le moment de digérer. Sinon, le problème digestif sera le problème du lion, mais plus le vôtre. Et donc, quand vous ne digérez plus, vous arrêtez votre croissance, c'est-à-dire vous arrêtez de produire des nouvelles cellules. Et il faut savoir que tous les jours, vous avez des milliers de cellules qui meurent, et si vous ne les renouvelez pas, ces cellules, ben là, il va y avoir des gros problèmes. Autrement dit, même quand vous êtes adulte et même quand vous avez fini de grandir, ben vous êtes obligé de continuer de croître, c'est-à-dire de remplacer les cellules qui meurent par des nouvelles cellules. Et si ça ne se fait pas, ben à cause des hormones de stress, ça ne se fait plus. Donc, c'est un vieillissement prématuré et c'est des problèmes de pathologie. La troisième chose, c'est qu'il y a une vasoconstriction des lobes préfrontaux, donc c'est pas le moment de réfléchir quand vous voulez fuir le lion, c'est le moment d'agir rapidement et par réflexe, et donc c'est le moment d'utiliser les automatismes du cerveau arrière. Autrement dit, vous avez une vasodilatation au niveau du cerveau arrière, vasoconstriction du cerveau avant, ce qui fait que ça vous rend bête. Alors, une bonne manière de rendre les gens bêtes pour mieux les contrôler, eh bien, c'est de les stresser en permanence parce que le cerveau, les lobes frontaux ne fonctionnent plus, il n'y a plus que le subconscient qui fonctionne. Alors, ensuite, la quatrième chose que ça fait, c'est quand il y a une perte, quand il y a une rétraction de la cellule, quand la cellule diminue de volume, elle perd de l'eau. Et je vous expliquais tout à l'heure que l'eau était l'intermédiaire entre le champ du vide et la cellule. Donc, s'il y a une perte d'eau, il y a une perte d'information. Et s'il y a une perte d'information, la cellule n'a pas les informations dont elle a besoin pour fonctionner correctement et elle dysfonctionne. D'autre part, la rétraction tissulaire, comme je l'expliquais, donne des contraintes et dont je vais vous donner quelques exemples, mais je consacrerai une conférence complète sur l'aspect anatomique. Là, vous avez la première planche. On a coupé les côtes pour vous montrer le thorax. Vous avez le cœur au milieu qui est blanc. Pourquoi? Parce qu'il est entouré d'un fascia qu'on appelle le péricarde. Le péricarde, c'est une enveloppe en fait autour du cœur qui est là pour protéger le cœur. Et quand vous avez des hormones de stress, eh bien, ce péricarde se rétracte. Or, il faut savoir que ici vous avez le cœur, ici vous avez le péricarde, et que le cœur glisse à l'intérieur du péricarde. Et quand vous avez des hormones de stress et que le péricarde se rétracte, eh bien, ça fait qu'il y a une force de friction entre le péricarde et le cœur qui est largement supérieure à la normale, qui fait que ça irrite les tissus, qui sécrètent un liquide qu'on appelle l'inflammation. Et il y a des poches d'eau qui se forment entre le péricarde et le cœur, qui sont extrêmement douloureuses, qui vous amènent à consulter un cardiologue et qui
vous avez ce qu'on appelle une péricardite. Et donc, le cardiologue va faire une ponction, c'est-à-dire une piqûre, pour retirer le liquide. Ce faisant, il traite la conséquence, qui est l'inflammation, mais pas la cause, qui est la rétraction des tissus. Et donc, la cause de la cause, qui est la fermeture des cellules et la rétraction des cellules. Donc, voilà un exemple de pathologie due à des rétractions cellulaires, donc tissulaires. Ici, dans cette deuxième diapo, la diapo numéro 64, eh bien, on a découpé le péricarde pour vous montrer le cœur à l'intérieur et pour vous montrer que le péricarde s'accroche non pas au-dessus du cœur, mais plusieurs centimètres au-dessus du cœur sur les gros tuyaux qui sortent du cœur et notamment le gros tuyau rouge du milieu qu'on appelle l'artère aorte. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que quand vous avez des sécrétions d'hormones de stress, le péricarde se rétracte et tire sur les parois de l'artère aorte. Or, il faut savoir que dans les parois de l'artère aorte, vous avez des cellules particulières qu'on appelle baro- et mécanoréceptrices qui règlent la pression artérielle et le rythme du cœur. Ce qui fait que quand vous êtes stressé et qu'il y a une rétraction du péricarde qui stimule ces baro- et mécanorécepteurs, vous vous retrouvez avec de l'hypertension artérielle et vous vous retrouvez avec tous les troubles du rythme du cœur connus. Donc, c'est vrai que si on arrive à rallonger le péricarde, on arrête de stimuler les baro- et mécanorécepteurs et que toutes ces choses-là peuvent rentrer dans l'ordre sans être obligé de prendre des médicaments. Voilà un autre exemple de pathologie d'une rétraction tissulaire. Maintenant, ici, vous avez le diaphragme vu par-dessous. Donc, le diaphragme, c'est une cloison qui nous coupe en deux. Au-dessus, vous avez le thorax, en dessous, vous avez l'abdomen, mais il faut savoir qu'il y a 3 gros tuyaux qui passent du thorax à l'abdomen. Donc, il faut 3 gros trous. Et vous voyez, le premier gros trou, en haut à gauche, c'est le foramen de la veine cave inférieure. C'est par là que passe la veine cave inférieure. C'est le tuyau qui amène le sang veineux du bas du corps vers le cœur. Eh bien, si le diaphragme se rétracte, ça veut dire que le trou diminue de diamètre, ça veut dire que le diaphragme étrangle la veine cave inférieure et ça veut dire que le sang veineux ne peut pas remonter jusqu'au cœur, ce qui fait qu'il stagne en bas, vous avez les jambes lourdes, vous avez des varices et vous avez des hémorroïdes. Alors, c'est bien, on va vous donner des bas de contention, mais ce serait peut-être mieux de rallonger les tissus pour que le diamètre au niveau du diaphragme redevienne suffisant, important pour ne pas étrangler la veine cave inférieure. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ici, vous avez les 2 artères qui vont vers le haut, sont les 2 artères qu'on appelle carotide et artère vertébrale, les 2 tuyaux qui amènent le sang artériel au niveau du cerveau. Et bien, quand vous avez des hormones de stress, vous avez une vasoconstriction, c'est-à-dire une diminution du diamètre de ces artères, qui fait que, eh bien, le sang n'arrive plus au cerveau, les cellules du cerveau souffrent et meurent, et vous avez des syndromes neurologiques centraux, simplement à cause des hormones de stress. Et puis, dans la suivante, on voit dans la diapo 67 que le péricarde est relié par plein de ligaments à la colonne vertébrale, au crâne, au sternum. Et vous voyez que si le péricarde se rétracte, il va tirer sur ces ligaments. Alors là, c'est dommage, si tu pouvais le mettre en plein écran, il y a une animation. Bon, mais c'est pas grave, on reste comme ça. Simplement, en fait. sur la bon, peu importe. En gros, quand les ligaments qui sont... Non, c'est sur la suivante, excuse-moi, je me suis trompé. Voilà, mais là, c'est un peu déformé. Mais on voit l'animation ou pas, là? Elle est comme ça. Bon, peu importe. Bon, je reviens en arrière, donc. Voilà, sur celle-ci. Donc, vous voyez, quand les ligaments qui vont du péricarde aux vertèbres dorsales se rétractent, ça arrondit le dos, vous avez une syphose. Si ça tire trop fort, ça vous met les vertèbres en luxation, on appelle ça des lésions ostéopathiques. Hein. Là, vous avez un ligament qui monte vers le haut et qui vient sur la thyroïde. Rétraction du ligament, ça tire sur la thyroïde qui peut elle-même se rétracter. Donc, les problèmes de thyroïde, c'est des problèmes de poids, c'est des problèmes de communication, c'est le chakra de la gorge. Et puis, vous voyez que le ligament continue en haut et vient au niveau du crâne. Alors là, tu peux passer à la diapo suivante. Et on voit au niveau du crâne que ce ligament arrive, se divise en 2. Il y a un ligament qui va à l'arrière sur l'occiput et un ligament qui va au milieu au niveau du sphénoïde. Hein. Eh bien, vous voyez dans l'os du milieu, il y a une sorte de trou dans lequel il y a une boule jaune. Eh bien, la boule jaune que vous voyez, c'est l'hypophyse. Et au-dessus de l'hypophyse, vous avez l'hypothalamus. Donc, il faut savoir que l'hypophyse-hypothalamus, c'est le chef d'orchestre
de tout le système hormonal. Donc, quand le ligament se rétracte et qu'il tire sur les os, non seulement il vous met les os du crâne de travers et vous avez des lésions ostéopathiques avec des migraines, des vertiges de Ménière et des acouphènes, mais en plus, ça va tirer sur l'hypophyse l'hypothalamus, ça va bloquer l'hypophyse hypothalamus et ça va bloquer le système hormonal. Voilà. Donc, simplement j'ai survolé pour vous expliquer, et tu peux montrer la diapo numéro 69, vous avez toute la liste des pathologies dues aux rétractions des tissus, et vous voyez que ça couvre quand même beaucoup de pathologies. Je vais vous situer par exemple dans les troubles cardiovasculaires, eh bien les hormones de stress font que les artères coronaires se rétractent, donc si elles diminuent de volume, le sang ne passe plus, et du coup le muscle cardiaque nécrose, c'est-à-dire il meurt, et on appelle ça un infarctus du myocarde. Eh bien, avec ma technique et le toucher quantique que j'ai mis au point, je peux aller sur les artères coronaires, je peux scanner où est-ce que c'est serré et je peux desserrer l'artère coronaire. Donc, voilà, c'est un exemple. Je remets. Bon, pour moi, le son. Pour avoir vécu 10 minutes, c'est assez incroyable ce qui se passe. Donc, c'est difficile de le communiquer, mais si vous avez l'occasion de le vivre, voilà, moi je l'ai vécu sur un salon et j'ai pris une séance de 2 heures, je crois que c'est fin janvier, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, on en parlera à la fin de la conférence, et Jean-Pierre vient fin janvier. Donc, je pense qu'il y a encore quelques tests disponibles. Et c'est très intéressant de découvrir le bien-être et le bienfait qui se passe à la fin et de voir les membres soulagés, les blocages soulagés. Voilà, tu en parleras sûrement mieux, mais je vais juste faire une parenthèse parce que ce que tu proposes en tant que séance, parce que tu fais bien de choses, est assez professionnel. Donc voilà, je voulais juste dire quelques mots. Merci, c'est très gentil de partager ton expérience parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors donc, j'en étais à la rétraction de la cellule, mais la cinquième inconvénient des hormones de stress, c'est que il y a une fermeture de la cellule et que là, du coup, quand la cellule se ferme, il n'y a plus d'essence chimique et donc il y a des pathologies d'origine physiopathologique, mais d'origine chimique, mais il y a aussi surtout une déconnexion des champs de conscience. Quand la cellule se ferme, elle est déconnectée des champs de conscience. Alors, il y a 2 champs de conscience que je cite qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est le champ morphogénétique qui envoie le mode d'emploi à la cellule. Donc, si la cellule ne reçoit plus l'information qui vient du champ morphogénétique, elle ne sait plus comment fonctionner, par exemple. Elle ne sait plus quand est-ce qu'elle doit se reproduire. Et si elle se reproduit trop souvent, ben, ça donne, par exemple, une tumeur cancéreuse. Donc, c'est quand même important que la cellule soit connectée au champ de conscience parce que au moins elle sait comment fonctionner. Et il y a un autre champ de conscience que les mystiques appellent l'âme, que les physiciens appellent la conscience, que moi je situe à l'intérieur des cellules. Et quand toutes les cellules se ferment, eh bien, ça nous coupe de ce champ de conscience. Or, ce champ de conscience, on l'appelle l'amour, on l'appelle la joie. Et quand on est coupé de ce champ de conscience, on ne sent plus l'amour que nous sommes. Et donc, on va chercher l'amour à l'extérieur, on devient dépendant de l'amour à l'extérieur, ce qui est très désagréable. On ne sent plus la joie que nous sommes, nous perdons la joie de vivre. Nous ne sentons plus Dieu que nous sommes, et quand quelqu'un nous dit que nous sommes nuls, on peut le croire et être naïf. Bref, c'est tellement désagréable qu'on appelle ça le mal-être. Donc, quand on a la fermeture des cellules, ça donne des pathologies parce que la cellule ne fonctionne plus, mais ça donne aussi le mal-être. J'ai décidé d'appeler effectivement la coupure de notre âme, le mal-être, c'est la perte de la complétude, c'est ce qu'on appelle la séparation. Voilà. Donc voilà un autre aspect des problèmes de stress. Et donc, quand vous êtes coupé de vous, de votre âme, vous êtes coupé de l'âme de l'autre également. Et vous vous rendez compte que si vous avez du mal à communiquer avec vous, vous avez du mal à communiquer avec l'autre. C'est ce qu'on appelle être séparé. Dans ces cas-là, on se sent seul et on est en manque. Hein, et c'est vraiment très désagréable. Voilà. Et puis, le 6e point est le problème des hormones de stress. Ça veut dire que le 6e point, c'est que
à partir des hormones de stress et des systèmes de croyances que nous avons dans notre subconscient, nous allons créer notre réalité physique. Hein. Et donc, j'expliquerai comment on a prouvé en épigénétique que l'esprit agit sur le bouillon de culture qui est le sang, et notamment avec les hormones de stress, et comment les hormones de stress nous rendent malades et créent une réalité physique négative à partir d'informations négatives stockées dans notre subconscient. Et la physique quantique, quand on fera de la physique quantique, je vous parlerai de l'effondrement de la fonction d'onde et du fait que la conscience est créatrice par le simple fait qu'elle observe. Eh bien, si on a des potentiels négatifs, des ondes potentielles négatives stockées dans nos subconscients, nous allons créer la matière à partir de ces ondes négatives, et donc une matière négative sous forme d'un corps malade et sous forme d'un environnement hostile. Donc, à cause des hormones de stress, nous créons quelque chose de négatif. Voilà un petit peu, si on voulait conclure, les hormones de stress permanentes, eh bien, ça va nous empêcher d'évoluer, ça va nous couper de notre âme, ça va donc provoquer le mal-être et ça va provoquer des pathologies d'origine physiologique ou anatomique. Alors, évidemment, si on fait l'addition de tous ces symptômes, on tombe dans la définition du burn-out, mais le burn-out, dans la médecine officielle, on dit que c'est dû au fait que vous avez été maltraité, notamment au travail ou dans votre famille, et ça laisse croire que ça ne concerne que quelques personnes. Or, moi, quand je parle du stress, je parle du stress de tout le monde et tout le monde est concerné. Je parle de notre conditionnement et je rentrerai dans les détails, évidemment, dans une autre conférence pour expliquer en quoi le conditionnement aboutit à un stress permanent, une sécrétion d'hormones de stress permanente. Et donc, il ne s'agit pas d'une personne ou deux isolées qui se font maltraiter particulièrement. Je veux signaler simplement que l'être humain, dans sa globalité, est maltraité et ça concerne tout le monde. C'est pour ça que ce syndrome, je l'appellerais plutôt le syndrome de l'esclave moderne. Donc, concrètement, nous voilà avec des problèmes de douleur, de tension, toutes les pathologies d'origine anatomique et physiologique, le mal-être, l'isolement, le manque et la dépendance. Donc tout ça, c'est quelque chose de concret et peut-être vous n'en avez conscience que d'une seule sur la totalité de la liste, peut-être que vous avez la totale, vous êtes conscience de tout ça en même temps, mais sachez que tout existe en même temps, même si vous n'êtes pas conscient que tout existe en même temps. Alors évidemment, on vient d'expliquer le problème, et c'est peut-être le moment de parler des solutions. Alors, qu'est-ce que je propose, moi, comme solution par rapport à tous ces problèmes? Alors, ma démarche et ma recherche, elle est partie d'Hippocrate. J'ai tout simplement suivi les conseils d'Hippocrate, ce qu'est censé faire tous les médecins, hein, en principe, puisqu'ils ont prêté le fameux serment d'Hippocrate. Eh bien, Hippocrate dit, pour être un bon médecin, cherche la cause du mal et traite-la. Pour être un meilleur médecin, cherche la cause de la cause et traite-la. Mais pour être un authentique thérapeute, cherche la cause de la cause de la cause de la cause et traite-la. Alors, j'ai suivi son conseil et je me suis intéressé donc au problème. Donc, le problème, c'est celui qu'on vient de citer, c'est-à-dire les douleurs, les tensions, les pathologies d'origine anatomique et physiologique, le mal-être, l'isolement, le manque et la dépendance. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire de la fermeture des organes, c'est-à-dire de la rétraction des organes. Je vous ai montré les schémas d'anatomie. Et alors, la rétraction des organes viennent de quoi? Eh bien, elles viennent de la cause, donc de la rétraction de la cellule et de la fermeture de la cellule. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et la fermeture de la cellule, elle vient de quoi? Elle vient de la sécrétion d'hormones de stress. Alors évidemment, on peut se dire maintenant, les hormones de stress, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à l'esprit, c'est-à-dire au champ. Je vous expliquais que l'esprit subconscient avait stocké des mémoires négatives
et que quand vous avez un événement qui est neutre, qui se présente, et que cet événement fait remonter une mémoire négative, vous allez interpréter cet événement qui n'est pas dangereux comme étant dangereux. Et à partir du moment où vous pensez c'est dangereux, vous sécrétez des hormones de stress. Donc, alors pourquoi est-ce que vous avez stocké des mémoires négatives dans votre subconscient? Ben, tout simplement parce que, et on remonte dans la cause d'avant, simplement, on n'est encore pas dans un monde d'amour, et donc on est dans un monde où il y a des gens qui font des abus de pouvoir. Notre environnement n'est pas un environnement paisible, il est stressant. Et pourquoi il est stressant cet événement? Eh bien, pourquoi est-ce que vous vous êtes fait agresser par telle personne ou telle autre personne ou par un système complet? Eh bien, parce que derrière ces personnes qui vous agressent, il y a un ego. Et donc, la cause première, finalement, c'est l'ego. Alors, c'est la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. Alors, ça nous amène à revenir à la conscience. Vous vous rappelez, vous êtes le champ de la conscience universelle ou le champ quantique, si vous préférez. Alors, les quelques sages qui en ont parlé, tout du moins ce que j'ai retenu de quelques livres que j'ai pu lire, eh bien, cette conscience, vous voyez sur le schéma, vous êtes sur le schéma numéro 80, eh bien, vous voyez en haut, la conscience primordiale, c'est le champ de la conscience pure, c'est le champ quantique. C'est qui vous êtes en vérité. Et puis, ce qui s'est passé, eh bien, vous voyez que cette conscience pure interagit avec elle-même et crée la première vague. Et vous avez en dessous, donc, la première vague qui est le « je suis ». C'est la conscience pure qui est consciente d'elle-même, hein, mais elle ne regarde qu'elle. Elle ne contemple qu'elle-même. Alors, quand vous êtes à ce niveau-là, de première vague, vous avez deux solutions. Soit vous regardez à l'intérieur et vous vous dissolvez dans la conscience primordiale, et vous êtes à nouveau la conscience primordiale, soit vous regardez à l'extérieur de la vague que vous êtes, et vous voyez d'autres vagues, et vous créez ce qu'on appelle la deuxième vague, c'est-à-dire le mental. Et le mental, lui, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui divise, qui analyse et qui fait naître la dualité. Il va y avoir la différence entre vous et l'autre vague, il va y avoir la différence entre sujet et objet, vous êtes le sujet et tous les autres sont des objets, il va y avoir aussi la dualité espace-temps, et vous allez voir plein de formes, et vous n'allez voir plus que les formes. Et là, vous êtes dans la deuxième vague, c'est l'involution, et il faut bien passer par là, parce que quand vous apprenez à parler et que vous jouez au jeu des étiquetages pour nommer chaque objet, ben vous êtes en train de faire un mental quelque part. Et puis, si ce mental, cette deuxième vague, ne pense qu'à elle, se replie sur elle-même et oublie qu'elle est conscience, eh bien, voilà, elle forme la troisième vague qu'on appelle le je, moi, ego, l'ego. Et donc, le mental s'identifie à l'ego et il oublie complètement qu'il a une conscience. Donc ça, c'est l'involution. C'est quelque chose par lequel tout le monde passe quand on s'incarne. Ça fait partie du lot de l'incarnation. C'est bien beau d'involuer, mais à partir du moment où on a involué, eh bien, tout en restant sur Terre, bien vivant, et on a, si on veut se retrouver dans le bien-être et ne pas être avec les problèmes d'ego qui font que l'environnement est insupportable, eh bien, il va falloir faire le retour vers la maison, hein, c'est-à-dire évoluer. Et donc, si vous voulez, le problème de l'involution, ben, c'est que on a tendance à voir la réalité comme des formes manifestées et séparées. Donc, moi, mon corps, séparé des autres corps, et non comme une conscience une, non manifestée, sans forme, engendrant des formes. Seul le monde matériel est considéré comme réel, selon cette vision de l'ego. Nous sommes éduqués à différencier une forme d'une autre. Nous reconnaissons sans difficulté que nous sommes différents des autres êtres humains, mais nous confondons différence et séparation, et nous croyons que nous sommes séparés. Ça, c'est un système de croyance qui va engendrer la peur et qui est stocké dans notre subconscient. Voilà. Et puis le piège du mental, voilà une situation de Bouddha.
Dans le ciel, il n'y a pas de différence entre l'Est et l'Ouest. Les gens créent des distinctions dans leur propre esprit, puis croient qu'elles sont réelles. Donc, je fais créer une distinction entre moi et mon voisin, et je vais finir par croire que je ne suis plus mon voisin. Alors, tout ça pour vous dire que ça a tellement d'inconvénients d'involuer que on a tout à fait intérêt à évoluer et donc à retrouver notre véritable identité. Alors, évidemment, là, vous avez compris intellectuellement, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça suffit pas de comprendre intellectuellement. Il va falloir suivre un chemin que tous les sages appellent l'éveil. Alors, dans l'évangile de Thomas, le Christ dit, lorsque vous ferez le 2-1, l'extérieur comme l'intérieur comme l'extérieur, le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume, c'est-à-dire lorsque vous quitterez le mental et la dualité et que vous reviendrez à l'océan primordial, vous serez dans le royaume. La vraie valeur d'un homme, d'après Albert Einstein, se détermine d'abord en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Se libérer du moi, c'est l'évolution. Léonard Lascaux dit « Le défi spirituel de l'éveil consiste à nous souvenir que nous provenons tous d'une seule et même conscience qui prend plusieurs formes. » Mais nous souvenir pas intellectuellement, c'est-à-dire revivre l'expérience. Et qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à évoluer? Eh bien, la solution, c'est l'amour. Donc, si c'est le mental qui nous coupe de notre essence, ben c'est la fonction de l'amour de nous faire prendre conscience de la complétude qui a toujours existé, parce que nous sommes tous un, mais nous n'en avons plus conscience, et donc de nous éveiller à l'unité. Alors, donc, vous voyez, l'étude de la cause, de la cause, de la cause, de la cause va nous amener à la cause première, et donc les orientations que j'ai choisies pour aider quelqu'un va tenir compte de la définition des causes, et donc les orientations, ben, je vais être obligé de m'occuper de tous les niveaux des causes. Le niveau de la cause première, c'est l'ego, donc je dois aider la personne qui est en difficulté à faciliter son évolution. Et donc, je rentrerai dans les détails parce que sinon on va pas avoir le temps de voir tout ce soir. Donc, j'agirai également sur l'environnement. Donc, c'est l'ego qui est responsable de l'environnement stressant. Donc, on va donc agir pour aider l'ego à retrouver sa véritable identité. Mais une fois qu'on a fait ça, on va aussi agir sur l'environnement. Et donc, l'environnement, c'est le stress environnemental qui est à la cause de la sécrétion d'hormones de stress. Donc, on va améliorer l'environnement extérieur. Donc, on va œuvrer pour la paix, comme Mère Teresa. Et on va aussi améliorer l'environnement intérieur, c'est-à-dire faire la paix en soi, c'est-à-dire se libérer des mémoires négatives et calmer le mental. Alors, se libérer des mémoires négatives, on va en parler dans la technique que je propose. Et calmer le mental, c'est l'amour et c'est la méditation qui va permettre de calmer le mental. Et puis, oui. Je t'entends très très mal, excuse-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, là, je t'entends mieux, oui. Voilà, je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de ta technique, parce que là, on ne peut pas aller jusqu'à la 130 et quelques diapos ce soir. Ça fait déjà 1h30. Ouais, il faut qu'on coupe en deux cette conférence, parce que là, ça fait déjà beaucoup d'informations à digérer. Oui. Voilà ce que je te propose, c'est qu'on refasse une autre conférence sur la fin et qu'on parle un petit peu de ce que tu proposes, parce qu'on a besoin de savoir ce que tu proposes aussi. Même si on a prévu une douzaine de conférences où tu vas nous donner plein d'informations, c'est très généreux. Mais voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus maintenant, il faut qu'on fasse une pause et on reprogramme une autre conférence. Oh, tu vois, j'ai voulu vraiment raccourcir et c'est pas encore assez court, hein, je suis désolée. Ah non, mais là, on en a encore pour au moins 1 heure, quoi. Ah ben oui, c'est clair, oui, c'est clair. Donc, en tout cas, bravo d'avoir raccourci un maximum pour pouvoir déployer dans ces autres conférences que j'ai inscrites dans le chat. Donc, tout est prévu pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les détails. Et maintenant, dis-nous ton actualité, ce que tu proposes. Parce que… C'est-à-dire ce que je vous propose sur le plan concret, tu veux dire?
Voilà, parce que si tu veux, moi j'ai vécu une expérience avec toi que je n'arrive pas à redistribuer verbalement. Et toi, à force d'avoir des consultations, tu vas peut-être savoir en dire plus, quoi. Est-ce que tu veux, par exemple, que je parle de l'impact de ce que je fais sur l'état des gens? Ah bah oui, oui, bien sûr que je veux que tu parles de ça. Donc, les résultats que j'obtiens. Voilà, Parce que là, j'ai pas le temps de dire quelle stratégie j'ai adoptée et quels outils j'ai adoptés pour arriver à ce résultat. Ce sera l'objet de la prochaine conférence. exactement, ça va être l'objet de la prochaine Je peux conférence. terminer ce soir en vous expliquant un petit peu quels sont les résultats que j'obtiens. Voilà. D'accord. Alors, ça marche. Alors, les résultats donc que j'obtiens vont être évidemment cellulaires. J'ai expliqué que la cellule se fermait et se rétractait, donc je vais obtenir l'ouverture de la cellule et l'augmentation de son volume, c'est-à-dire le rallongement des tissus, donc disparition de toutes les pathologies d'origine anatomique. Et comme j'ai ouvert et que j'ai rétabli la circulation de l'information, toutes les pathologies d'origine informationnelle vont disparaître. Ça, c'est la première chose. Oui, mais alors attends, détail, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un exemple. Imagine, tu as quelqu'un qui vient en séance, qui n'a pas de problématique ou qui a un problème, qui veut te voir parce qu'il sait qu'il faut qu'il te voie. Admettons une personne qui vient sans problème comme moi je suis venue. Sans problème apparent. Ouais. Alors oui, tu me disais que tu étais très bien. Et à la fin, tu m'as dit que tu étais vachement mieux. Exactement. Donc, conclusion, ça veut dire qu'au début, tu n'étais pas si bien que ça. Voilà, on peut dire ça. Oui. Seulement, le problème, c'est que c'est pas très clair. Hein. C'est pour ça que j'expliquais, que je clarifiais avec des mots précis. Quand les gens sont mal, qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est quoi l'expérience qu'ils sont en train de vivre? Hein. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est la libération du péricarde, donc de l'enveloppe du cœur. Ouais. Donc ça, c'est une première étape. Et après, tu as fait autre chose dans le subtil que j'ai pas forcément… sur le moment, moi, j'étais en train de vivre le soin. Donc, je sais juste que j'ai une hanche qui était un peu bloquée d'après ce que tu m'as montré physiologiquement, enfin, d'après ce que j'ai pu voir. Et que du coup, j'avais un angle plus long. Les bras, pareil, les muscles étaient plus étirés, comme on pourrait dire. Ouais. Alors, bon, ça, Donc, j'ai vu des effets physiques en 5-10 minutes. tu es en train d'expliquer, en fait, la manière dont je m'y prends pour vérifier que je suis efficace dans l'art de rallonger les tissus. Ah, ça, c'était ta manière de vérifier. OK. Donc ça, c'est quand je mesure l'angle de tes épaules et de tes hanches, je vérifie en vérité la longueur des tissus. Je prends l'exemple du compas avec deux branches, tu sais. Si tu mets une petite ficelle entre les deux branches, tu peux ouvrir le compas que de 45 degrés parce que la ficelle est tendue. Si tu mets une ficelle 2 fois plus longue, tu vas ouvrir le compas de 90 degrés. Et si tu mets une ficelle encore plus longue, tu vas l'ouvrir de 180 degrés. Donc ça, c'est une épaule, le compas. Ce qui fait qu'au début de la séance, quand je te teste l'épaule, le blocage, il est à 45 degrés, par exemple. Ça veut dire que le tissu qui est entre les deux branches est très court. Et donc, ça veut dire que les cellules sont très fermées et très rétractées. Donc, plus je vais agir pour ouvrir les cellules et pour les faire grandir, plus la ficelle entre les deux branches va augmenter et plus je vais ouvrir mon compas. Et donc, au début de la séance, ça donne 45 degrés. À la fin de la séance, ça donne 180 degrés, ce qui est la preuve que j'ai ouvert toutes les cellules. Alors, ma question, c'est, tu as fait ça que par la libération du péricarde ou tu as travaillé sur autre chose, sur d'autres champs? Alors, je ne comprends pas tout à fait ta question. Est-ce que tu m'as fait une libération du péricarde? Oui, alors, donc il va y avoir une conférence consacrée à l'holographie. Voilà. Simplement parce que pour que le compas s'ouvre, si j'agis que sur la ficelle, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le corps est un champ quantique et dans un champ quantique, c'est pas séparé en morceaux, c'est global. Autrement dit, si les tissus, par exemple, qui croisent l'épaule sont courts, c'est en partie dû à ces tissus, mais ça représente 10 à 20%. Mais les 80% de rétraction sont dus aux cellules qui sont fermées dans tout le corps. Autrement dit, pour rallonger 100% des cellules qui sont au niveau de l'épaule, je vais être obligé d'ouvrir les cellules du corps tout entier. Donc, c'est ce qu'on appelle une démarche globale ou holistique. Hein.
Donc, c'est en référence à l'holisme et à toutes ces choses-là. La racine holographique, holistique et globalité, ça veut dire la même chose. Donc, voilà, c'est ce que je voulais que tu expliques. Merci. Voilà, c'est ce que tu voulais que j'explique. Alors, si tu veux que j'explique autre chose, sur le plan concret, donc j'arrive à tester que j'ai récupéré toute la longueur des tissus, donc j'ai ouvert complètement les cellules. Donc, sur le plan physique, eh bien, quand les tissus se rallongent, ben, tu ressens une détente, donc un lâcher prise. Évidemment, s'il y a des tensions au niveau du thorax et que je rallonge les tissus, ben, du coup, tu respires librement. Je me suis amusé à mesurer la taille, parce que tu te rappelles, la colonne vertébrale, c'est le bois de l'arc, et la corde de l'arc, c'est les tissus mous. Et bien, quand les tissus mous sont rétractés, la corde diminue de longueur, donc l'arc est plus bandé. Donc, tu perds 1 ou 2 cm de hauteur. Ben, à la fin de la séance, tu as récupéré tes 2 cm à 2 cm et demi de hauteur. Ça, c'est concret. Je débloque les hanches et les épaules, ce qui te permet d'éviter les prothèses totales de hanches et les périarthrites d'épaule. Il y a donc, et comme les tissus ne sont plus rétractés, ils arrêtent de tirer sur les vertèbres et ils mettent plus les vertèbres de travers. Donc, tu n'as plus de douleur. Et puis, tu as remis les vertèbres en place, donc les douleurs disparaissent. Voilà. Et puis, il va y avoir une prévention de toutes les pathologies dont j'ai dit. Alors après, il y a des résultats sur le plan énergétique, puisque j'agis aussi sur l'aspect vibratoire des points d'acupuncture. Donc, je traite les points d'acupuncture, mais aussi les points de Poyet, qui sont des points d'ostéopathie. J'en parlerai dans une autre conférence. Il y a aussi des résultats au niveau des perceptions. Évidemment, quand toutes les cellules sont ouvertes et que ton âme qui était enfermée à l'intérieur de la cellule rayonne vers l'extérieur, ben, tu la sens. Et en termes de rayonnement, tu sens que le corps énergétique est beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample. C'est ton âme qui rayonne, tout simplement. Et comme ton âme, elle est l'amour, la paix, la joie, ben, si tu avais perdu la joie de vivre, tu la retrouves. Hein. Si tu étais tourmenté, ben, tu es en contact avec ton âme qui est la paix, donc tu ressens de la paix, alors que rien n'a changé dans ta vie. Et puis, tu ressens l'amour que tu es. Et donc, tu as beaucoup moins besoin de l'amour de l'autre. Et donc, tu es autonome. Et c'est dans ces conditions-là que tu peux être dans l'amour de l'autre. Hein. Et tu ressens ce qu'on appelle la légèreté. Alors, la légèreté, ça veut dire que la fréquence vibratoire a augmenté. Et montre-nous la diaporama numéro 199. 199. C'est tout à fait à la fin. 199, mais on n'aurait jamais pu faire une conférence aussi longue. Ouais. Alors, mon Dieu, je connais trop de choses. Voilà. Alors là, ça, c'est un tableau qui a été fait par Guylaine Langto. Tu vois tout à fait en bas, de gauche à droite, tu as des vibrations, tu as des ondes, et tu vois qu'il y a la longueur d'onde ici, dans la colonne de gauche, tu n'as que 3 ondes, alors que dans celle qui est tout de suite à droite, tu as 6 ondes, c'est-à-dire il y a plus d'ondes, il y a une fréquence supérieure. Et puis celle qui est encore à droite, la fréquence a augmenté, et celle qui est encore plus à droite, la fréquence a augmenté. Si tu veux, quand tu augmentes la fréquence vibratoire des gens, si les gens vibrent très bas, ils vont avoir un comportement d'esclave, c'est ce qu'on appelle le mouton blanc. Ils vont être obéissants. Leur but, ce sera d'être un bon esclave. Hein, par exemple, la femme qui en est à ce niveau-là ne rêve que d'une seule chose, c'est d'être l'objet de consommation le plus attractif sur l'étal du marché. Hein. Et si tu augmentes en vibration, après, et là, dans ces cas-là, là, tu es très malade. Si tu augmentes en vibration, tu es moins malade parce qu'il faut savoir que les maladies vibrent à une fréquence basse et que si tu vibres toi-même à une fréquence basse, tu rentres en résonance avec les maladies et tu es malade. Et plus ta fréquence augmente, moins tu es malade. Donc, tu passes dans la deuxième case où tu as une fréquence plus légère, ça vibre plus. Au lieu d'être le mouton blanc, c'est-à-dire l'esclave, tu deviens le mouton noir, c'est-à-dire le rebelle. Ceci dit, tu es moins malade, mais le rebelle, c'est aussi le tyran. C'est celui qui est dans l'ego. Hein, et donc, tu es moins malade, mais c'est quand même pas terrible. Et donc, c'est pour ça que c'est encore bien d'aller encore plus haut dans les vibrations. Et dans la troisième colonne, tu es dans l'amour, tu es dans le don, tu es généreuse. Hein, et là, ça commence à être vraiment très intéressant. Et si tu vas dans la 4e case, tu es redevenu l'océan et tu es consciente de l'unité et ton amour
n'est pas simplement par gentillesse, c'est un amour qui est en pleine conscience de l'unité, c'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu sais bien que en fait, c'est la conscience universelle que tu aimes. Hein, et tu sais que c'est toi que tu aimes en même temps. Donc, c'est l'amour en pleine conscience, si tu préfères. Voilà ce qui se passe quand on aide les gens à évoluer sur le plan vibratoire. Hein. Et puis après, les résultats sur les comportements, évidemment, si tu augmentes en fréquence, tu vas changer complètement tes comportements. Et donc, moi, à la fin d'une séance, la personne, du coup, qui était pressée en arrivant, ben là, elle a terminé la séance, elle est assise devant ton bureau, puis elle n'a plus envie de bouger, tu vois. Puis elle n'est pas pressée de partir. Toi, tu as quelqu'un qui attend dans la salle d'attente, mais elle veut plus bouger. Elle est tellement bien ici et maintenant que elle n'a plus envie de se presser. Et donc, elle est en train de vivre une expérience spirituelle que les sages appellent être ici et maintenant, qui veut dire concrètement, je suis tellement bien ici que je suis pas pressé d'aller ailleurs. Je suis tellement bien maintenant que je ne suis pas nostalgique du passé, ni impatient de l'avenir, ce qui fait que je prends le temps de goûter l'instant présent. Et quand je le goûte et que je suis gourmand et que je trouve ça très agréable, eh ben, j'en profite un maximum. J'ai pas du tout envie de me dépêcher pour aller faire une corvée. Alors, les gens dans cet état-là sont de très mauvaises esclaves. Ça veut dire qu'ils ont changé de niveau vibration. Et puis, l'autonomie, les gens, ils n'ont plus envie de parler. Et tu sais pourquoi tu parles? Eh bien, c'est pour aller piquer l'énergie amour de l'autre. Mais quand tu as ouvert tes cellules et que tu es en contact avec l'amour que tu es, tu sens l'amour que tu es. Donc, tu n'as plus besoin de l'amour de l'autre et tu vois pas pourquoi tu te fatiguerais à parler pour aller chercher l'amour à l'extérieur alors que ton frigidaire est déjà plein. Ça sert à rien d'aller faire les courses. Hein. Ça, c'est aussi un changement. Ça, donc, tu vis ce qu'on appelle l'autonomie. Et puis, le lien, ce qui se passe, c'est qu'à la fin d'une séance, bizarrement, les gens te regardent dans les yeux. Tu sais pourquoi? Ben parce que quand les cellules sont fermées, il y a une petite porte qui se ferme dans les yeux qui fait que ton âme est prisonnière derrière les yeux, ne peut plus passer à travers les yeux. Et ben, quand tu sors d'un soin, et bien que tu as ouvert les cellules, ben, la porte s'ouvre et du coup, ton âme, elle va plonger dans les yeux de l'autre pour rencontrer l'âme de l'autre, tout simplement, et pour aimer. Et donc, c'est vraiment une expérience très particulière à vivre. Et puis, donc, tu ressens de la gratitude. Et comme on a ouvert le cœur et la gorge, ben, cette gratitude, tu l'exprimes. Et quand il y a un merci, tu ressens que c'est un vrai merci. Voilà. Et puis, du coup, tu as envie de contribuer au bien-être de l'humanité. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai des questions pour toi, tu sais. Ah oui. Alors, si tu voulais passer les dernières diapos, j'explique qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience que je viens de décrire et qui contribuent au bien-être de l'humanité. Par exemple, quand tu vis l'expérience de l'unité, numéro 208, diapo 208. La 208. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Et puis, tu les passes toutes les unes après les autres. Eh bien, tous ces gens-là, tu as Dalai Lama, tu as Amma, tu as Mère Teresa, tu as l'abbé Pierre. Ici, Luther King, Gandhi. Voilà. Je ne les cite pas tous, vous les reconnaissez. Einstein, Tesla. Tous ces gens-là, c'est des gens qui ont contribué au bien-être de l'humanité à leur manière. Hein, Léonard Lascaux, Bach, Mozart, John Lennon. Et puis, revient à demain. Simplement, ce que je voulais signaler, c'est ce film Demain, parce qu'il y a des quantités d'êtres humains qui sont géniaux et qui mettent leur génie au service de l'humanité et qui sont anonymes. Et donc, je vous conseille d'aller voir le film Demain, ça va vous remonter le moral. Vous verrez qu'il y a plein de gens qui essayent d'œuvrer et d'aller dans le sens du bien-être de l'humanité. Alors, la dernière question que je pose, c'est pourquoi pas vous? Alors, mémoire, la diapo 226. Oui, tu sais, je réponds aux questions en même temps en direct, donc. Ouais. Et puis, vous allez dire, ouais, d'accord, mais ce que je fais, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et ben, tu vas à la 227 et tu vois que Mère Teresa dit, d'accord, mais sans cette petite goutte, il manquerait quelque chose dans l'océan. Et puis après, tu peux opposer le fait que ce que tu fais, ça va rien changer et que tu es vraiment trop faible pour changer quoi que ce soit dans le monde. Et le Dalai Lama te dit, ben, essaye de dormir avec un moustique et regarde lequel des deux empêche l'autre de dormir.
Puis vous connaissez la légende du colibri, faites donc votre part. Et puis en dessous, Dalai Lama dit, si vous avez contribué, au moment de votre mort, vous aurez beaucoup moins de regrets. Et puis je termine avec la notion de masse critique, parce que si on s'y mettait tous, ça pourrait aller assez vite. La suivante, vous allez dire que je suis un rêveur, mais je suis pas le seul. Ça, c'est un grand copain à moi. Et je termine cette conférence ce soir simplement par une prière que je vais dire pour tous les gens qui assistent à cette conférence. Et je dis que pour que toutes les personnes qui écoutent cette conférence soient reconnectées avec leur nature divine, réconciliées, rayonnantes, puissent contribuer, être pardon et vivre l'expérience de l'unité. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Et je vous dis un grand merci. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, tu peux mettre la 236 pour simplement si les gens veulent me connecter, me contacter sur mon site. Alors, toutes les infos sont dans les liens. C'est beaucoup plus intéressant qu'ils puissent cliquer sur le lien. D'accord. C'est accessible beaucoup plus facilement. Donc, là j'ai beaucoup de questions d'ordre pratique. Donc, déjà, il y a JCM qui dit vidéo formidable. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est vrai que tu as donné un contenu génial. Tout le monde a adoré. C'est très précis. Maintenant, on va faire une deuxième partie. Donc, vous aurez la date bientôt. On va regarder ça après le direct. Et puis, toutes les vidéos sont prévues à partir de janvier. On va en faire une par mois pour détailler le contenu. Donc, ça, vous l'avez déjà dans le chat. Maintenant, les questions. Donc, il y avait une question que je remonte. Donc, voilà, il y a aussi Savannah qui dit « Ta vibra est extrêmement riche, Jean-Pierre ». Dominique qui dit « S'agit-il d'une montée vibratoire quand tu donnes un soin ?» Ah oui, c'est ce que j'expliquais. Il y a le taux vibratoire monte, c'est très clair. Voilà. Et dans ce cas, la pratique du yoga ouvre aussi les cellules et les tissus. Point d'interrogation. C'est JCM. Alors, je pense que le yoga, c'est quelque chose d'extraordinaire, positif, à condition de le pratiquer correctement. Le malheur, c'est que les Occidentaux pratiquent ça à l'occidental, c'est-à-dire essayent de faire des performances pour allonger du tissu. C'est pas du tout ça le propos du yoga. Hein. Et donc le yoga, il a bien d'autres ambitions que de simplement rallonger du tissu. Mais je dois reconnaître qu'en termes de rallongement de tissu, ce que je propose est beaucoup plus efficace en beaucoup moins de temps. Donc le yoga, pour moi, c'est pas quelque chose qui est fait pour rallonger du tissu absolument, même si c'est un peu le cas dans cette pratique. Voilà, après, je vous renvoie à la conférence « Un esprit sain dans un corps sain ». Laurent Bidari vous en parle très bien de la pratique du yoga, comment la faire de la manière la plus juste, parce que malheureusement, ça a été un petit peu massacré par tous les livres qui sont sortis. Ça, et puis, si les gens étaient beaucoup plus tendres et beaucoup plus doux et beaucoup plus dans la conscience, ça se passerait beaucoup mieux. Donc le yoga, c'est un outil qui est neutre, il est dit bien ni mal, mais c'est la manière dont on s'en sert qui peut être bien ou mal. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment récupérer les diapos. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de vous récupérer les diapos. Tout est dans la conférence. Et en plus, ça va être détaillé. Dans chaque conférence, vous allez avoir de nouveau les diapos et avec quelque chose d'encore plus précis. Donc, ne vous attachez pas à ce qu'on a survolé ce soir en termes de diapos. Voilà. Vous inquiétez pas, vous allez avoir encore plus de contenu. Et avec, cette fois-ci, je vais mettre les diapos parce que tu as construit, vraiment, c'est bien construit. Donc, on va vous les mettre en image tout le temps. Tu es d'accord? Super, pas de problème. Voilà. Donc, voilà, déjà, je vous dis un grand merci pour votre participation à tous. Jean-Pierre, écoute, c'est ce que je disais dans la première conférence, dans la première interview que j'ai faite quand on était sur le salon en Suisse le mois dernier. Tu es exceptionnel. J'ai vraiment envie de pouvoir partager tout ce que tu fais au plus grand nombre, en tout cas ceux qui voudront bien. Il y en a qui me demandent où pouvoir te consulter. Donc, actuellement, toi, tu habites où? Alors, donc, les consultations actuellement sont dans la région de Fribourg, en Suisse, donc à Marly exactement. Et je me déplace à Paris pour donner des consultations. Tout ça, c'est sur mon site internet. Alors, c'est du 31 au 4 février. Ça va être à Médecine Douce. Tu seras sur ton stand à Paris.
pour ceux qui veulent te découvrir en vrai. Je donnerai des petites consultations de 10 minutes sur le stand, mais je profiterai de mon passage à Paris pour donner des vraies consultations d'1 heure ou de 2 heures en fonction du choix des gens, dans des conditions de consultation normales. Voilà, donc ça sera du 6 février au 9 février. Vous pouvez venir à Paris en consultation. Voilà. Donc, 1 heure ou 2 heures. Moi et Laurent, on va prendre 2 heures chacun parce que, forcément, il y aura plus d'effets. Et j'ai beaucoup envoyé de mes proches te voir. Donc, voilà, je conseille vivement Jean-Pierre. Je ne fais pas ça habituellement au Vibra. Mais voilà, c'est quand même, quand vous allez voir la suite, vous avez dû comprendre beaucoup de choses dans la conférence. Et voilà. Donc, j'aimerais aussi qu'on parle de tes formations, parce que tu fais des stages de 3 jours, je crois. Alors oui, en tout, il y a 6 stages de 3 jours pour la formation complète. Si vous étiez que des corps physiques avec des cerveaux de matière, il vous faudrait peut-être 30 à 40 ans pour arriver au niveau où j'en suis. Mais il se trouve que par chance, nous sommes tous des consciences. Étant donné que vous êtes des consciences, eh bien, sans aucun prérequis, sans aucune connaissance préalable, en 6 fois 3 jours, vous pouvez arriver à un niveau extraordinaire. Voilà. Superbe. Écoute, un grand merci. Et puis, retenez bien les dates qui auront lieu sur Gwénoline TV, sur la chaîne YouTube. Et voilà, donc on vous embrasse très très fort et on vous dit à tout bientôt. Et un grand merci à toi, Gwénoline, pour le travail que tu fais d'apporter des connaissances essentielles aux gens qui en ont besoin. Merci, c'est avec joie. Je vous adore tous, donc c'est avec joie. Voilà, à bientôt. Merci de me permettre de communiquer mes découvertes à ces personnes. Oui, parce que tu as passé de longues années et franchement, là, waouh, merci.